ministre de la Culture, Monsieur l'ambassadeur de Belgique, Votre Excellence, Monsieur le préfet de Seine-et-Marne, Monsieur le directeur général du patrimoine et de l'architecture, Madame la présidente du château de Fontainebleau, chère Marie-Christine, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Bienvenue au Théâtre municipal de Fontainebleau, l'un des rares théâtres à l'italienne d'Île-de-France, et vous vous en doutez, le plus beau. Je suis très heureux de vous accueillir ici à l'occasion de la 12e édition du Festival d'Histoire de l'Art. Ici, Madame la Ministre, à Fontainebleau, nous vivons chaque jour avec comme voisin l'État dans toutes ses composantes et nous avons pleinement conscience de ce que fait l'État pour la culture et la préservation de notre patrimoine. Nous avons de nombreux projets à mener et nous savons bien le rôle qui est le vôtre, Madame, celui des collectivités territoriales pour préserver la culture et le patrimoine dans notre pays. Vous avez pu découvrir toute la matinée un joyau de Fontainebleau, bien sûr son château. L'histoire de France y respire dans chaque pièce. Je veux remercier ici Madame la présidente du château et ses équipes pour le travail formidable qu'ils effectuent au quotidien pour promouvoir ce patrimoine historique. Le Festival de l'Histoire de l'Art en fait indéniablement partie. Cet événement est désormais inscrit dans l'agenda Bellifontain et particulièrement attendu chaque année. Il faut saluer, bien sûr, le rôle de l'Institut national d'histoire de l'art et la Direction générale des patrimoines et de l'architecture qui, aux côtés du château, propose un programme d'une très grande qualité. Et nous venons de loin pour y assister. Évidemment, je salue Votre Excellence pour votre présence. Particulièrement attendue, je disais, et peut-être un peu plus en 2023. D'abord parce que c'est toujours un plaisir d'accueillir nos amis belges. Je remercie une nouvelle fois votre présence. À vous, Monsieur l'ambassadeur, nul besoin de décrire les liens qui unissent nos deux pays, à l'exception, bien sûr, et vous ne m'en voudrez pas, d'une demi-finale de Coupe du Monde de football en 2018. Aussi parce que le thème retenu résonne comme un écho pour tout le monde, et particulièrement à Fontainebleau, le climat, je voudrais dire que le second joyau que nous avons à Fontainebleau, c'est bien sûr notre forêt. Nous avons la chance de vivre dans un environnement exceptionnel mais tellement fragile. L'actualité nous le rappelle chaque jour davantage. C'est donc collectivement que nous devons répondre à ce défi du changement climatique en changeant nos comportements et en même temps accélérant nos transitions, qu'elles soient écologiques ou énergétiques. L'art participe bien sûr à cette grande mécanique dans les œuvres pour atteindre la conscience collective, comme dans la transformation des bâtiments historiques. La culture prend toute sa part dans cette immense responsabilité. Nous aurons l'occasion de le découvrir durant tout le week-end à travers ces 200 rendez-vous qui ont été programmés. Et dans quelques instants, bien sûr, avec la conférence de M. Bas-Smets, j'y serai à titre personnel particulièrement attentif, car de nos aménagements futurs, y compris à Fontainebleau, et de la façon dont nous allons aménager le paysage de notre ville, dépendra également notre avenir. Enfin, pour finir, permettez-moi, Madame la Ministre, de prendre une autre casquette qui est la mienne dans mes fonctions parisiennes, au titre de directeur général du Réseau national des chambres de métiers et de l'artisanat. Je voudrais saluer, Madame la Ministre, le grand plan métier d'art que vous venez de dévoiler avec votre collègue, la Ministre Olivia Grégoire. Ce plan sonne la mobilisation générale de tous pour préserver et promouvoir les métiers d'art qui font évidemment partie de notre patrimoine, de notre tradition et de l'excellence française. Je vous remercie. Madame la Ministre, Monsieur le Préfet, Madame la Présidente du Château de Fontainebleau, Monsieur le Directeur Général du Patrimoine et de l'Architecture, Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de l'Histoire de l'Art, Madame la Présidente de la Fondation des Sciences Politiques, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, et qui sont très nombreux aujourd'hui dans cette salle, je suis particulièrement honoré de m'adresser à vous à l'occasion de l'ouverture de ce festival de l'histoire de l'art centré à la fois sur la Belgique et sur le climat. Pour vous dire mon impression première, il n'y a pas de meilleur endroit que le château de Fontainebleau pour combiner à la fois le concept d'histoire et le concept d'art. Quant à la Belgique, eh bien, nous amenons l'élément climatique. Ceci dit, on a l'habitude de dire
qu'on connaît mieux ce qui se passe à 10 000 kilomètres de chez vous que ce qui se passe chez votre voisin. C'est peut-être vrai, mais ce n'est certainement pas vrai dans le cadre de la Belgique et de la France. En fait, il est même difficile de parler, quand on considère les deux pays d'un point de vue historique, il est même difficile de parler de deux pays. Tant il est vrai que dans l'histoire, nos destins ont été associés. Enfin, c'est surtout le destin de la Belgique qui a été associé au destin de la France. Mais considérons que depuis la période bourguignonne, ce n'était pas encore la France d'aujourd'hui, mais c'était déjà un territoire qui allait en constituer une partie impressionnante. Puis ça a été la période des Pays-Bas espagnols, où sur notre territoire se sont livrées bien des batailles pour ce qui allait devenir bientôt l'Europe et les frontières actuelles des États. Je ne devrais évidemment pas oublier non plus la période napoléonienne où existait en Belgique ce qu'on appelle les départements belges de l'Empire, tracés à la napoléonienne au cordeau, ce qui faisait horreur aux Belges, qui ont toujours bien aimé les complications un peu tortueuses en matière administrative, et nous nous accommodions fort mal de ces lignes droites. Ceci dit, Napoléon Bonaparte a laissé en Belgique un très très grand héritage, et ce grand héritage se mesure avant tout dans le domaine du droit, puisque c'est le Code Napoléon qui nous sert, comme pour la France, de droit civil, ou en tout cas de base principale pour notre droit civil. Ayant dit ceci, donc nos deux pays sont, sans même évoquer tous les désastres du XXe siècle, où nous nous sommes retrouvés d'abord alliés ensemble dans des conflits mondiaux, ensuite alliés dans la formation du nouveau monde d'aujourd'hui à travers les Nations Unies, à travers l'OTAN, à travers l'Union européenne et bien d'autres organisations internationales. Tout ça forme le terreau de notre maillage bilatéral. Et je me suis demandé dès le début comment alliez-vous faire pour pouvoir distinguer ce qui, dans l'histoire, relève de l'art français, de l'art belge, de l'art hollandais. Quand je dis art belge, il y a encore à distinguer entre l'art flamand, l'art plus francophone et d'autres formes, l'art espagnol, l'art italien. Je me suis demandé comment c'était possible de pouvoir envisager la chose de manière un peu structurelle, de manière un peu didactique. Et je félicite et remercie beaucoup tous ceux qui ont été à la base de ce travail. En définitive, et pour ne pas être trop long, parce que je crois que la journée n'est pas aux grandes digressions et aux fulgurances à la Malraux, mais je voudrais dire une chose. Quand j'ai pensé à cette évolution artistique, je me suis souvenu d'une phrase dans la fameuse chanson de Jacques Brel, Le plat pays, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot. Je crois que c'est exactement ça, cette histoire de l'art entre la France et la Belgique. Je vous félicite, je vous remercie et je vous souhaite à tous un excellent festival. Mesdames et messieurs, je vais tout de suite donner la parole à Madame la ministre de la Culture. Merci. Bonjour, très heureuse d'être ici dans ce magnifique théâtre pour ouvrir avec vous cette 12e édition d'un festival qui me tient très à cœur, ce festival d'histoire de l'art. Un grand merci à Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, de votre présence, de vos mots, de votre vision et de votre soutien, y compris sur un plan gastronomique, même si moi je ne vais pas pouvoir en profiter parce que je vais devoir vous laisser avant le déjeuner. Je voulais aussi saluer la présence de l'ambassadrice du Mexique. Bonjour Votre Excellence, parce que le Mexique sera le pays à l'honneur l'année prochaine. Donc voilà, on va retraverser le globe. Et merci aussi de votre soutien. Merci aussi pour votre présence pour la délégation générale de Wallonie-Bruxelles, M. Marc Clairbois, et M. le délégué général de Flandre, Gaëta Poulman. C'est la Belgique au grand complet que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui. Et je ne refais pas toutes les adresses d'usage parce qu'elles ont été répétées 2 fois, mais Monsieur le maire, un grand merci pour votre accueil, votre soutien, la mobilisation entière de la ville
autour de ce festival, autour de ce château, et pour la culture, pour le patrimoine, pour les métiers d'art. Merci aussi pour toutes vos casquettes en la matière. Vous le voyez, chaque année, ce festival, c'est un moment absolument joyeux. On pense toujours que l'histoire de l'art, c'est une discipline un peu aride, réservée à des spécialistes, des chercheurs. Pas du tout. Évidemment, ils jouent pleinement leur rôle et ne sont en rien arides eux-mêmes. Mais en plus, ils arrivent à nous transmettre cette passion de regarder différemment, de se placer à partir du point de vue d'un artiste, ce qui change quand même notre regard sur le monde, notre compréhension de ce qui nous entoure. Et aujourd'hui, avec cette thématique aussi autour du climat et l'apport de fantastiques artistes, paysagistes, chorégraphes, etc., belges, nous avons là encore une raison de décaler nos regards. Et on a pu avoir un petit aperçu à la fois de l'intelligence, de l'humour belge, de l'engagement belge aussi sur ces questions, notamment climatiques. Et vous allez pouvoir vivre, j'ai pu en avoir un petit aperçu ce matin, du sound painting avec des jeunes des académies voisines, des médiations avec les étudiants de l'école du Louvre qui sont formidablement préparés, un parcours grandeur nature qui est encore plus grand que nature avec de belles surprises sur votre chemin. En tout cas, 200 événements qui viennent nous surprendre, nous réveiller, nous stimuler dans un monde où on est quand même à longueur de journée collé à nos téléphones portables, malheureusement, jeunes et moins jeunes, dans un monde saturé d'écrans, saturé finalement d'images, mais d'images qu'on ne regarde plus. Et ici, c'est 3 jours d'éducation de nos regards, même sans en avoir l'impression. Et on se rend compte au bout de quelques heures déjà que ça élargit nos horizons et quelque part en nous, quelque chose aussi a pris plus de place, que ça élargit aussi notre âme en quelque sorte. Je pense aussi que dans la période actuelle qu'on vit, on a besoin de temps et de nuances et de complexité pour appréhender ce que parfois une œuvre d'art, quand elle est jetée en pâture sur les réseaux sociaux, peut créer comme polémique, comme malentendu, comme manipulation, instrumentalisation. Vous avez peut-être suivi pour certains d'entre vous une polémique récente qui a visé une œuvre d'une artiste suisse, Myriam Khan, au Palais de Tokyo, qui a été complètement inversée dans son propos. D'une œuvre dénonçant les horreurs de la guerre, elle a été vue et dénoncée comme une œuvre faisant l'apologie de la pédophilie. Donc un contresens total par rapport à l'intention de l'artiste, parce qu'il manquait là, dans les médias, dans certaines instances aussi importantes que l'Assemblée nationale, des personnes pour rappeler que non, dans l'histoire de l'art, il y a énormément d'exemples de représentations de corps difformes, disproportionnés, représentant parfois la domination par rapport à des corps plus fluets, plus petits, qui ne représentent pas forcément des enfants, et de revoir aussi cette tradition de dénonciation de la guerre dans l'art ou de la violence, et comment l'art peut aussi traiter de la monstruosité, peut aussi traiter de l'horreur. Tous ces débats-là, on n'a pas pu les avoir sereinement, parce que malheureusement, le Festival de l'Histoire de l'Art n'est pas tous les jours de l'année, et que visiblement certains députés de l'Assemblée nationale n'y vont pas, hélas pour eux. Mais voilà, on voit bien comment on peut se retrouver embarqué dans une dérive finalement assez dangereuse d'instrumentalisation de l'art, et dans cette période aussi où on a besoin de nuances dans les propos. Je pense qu'un festival comme celui-ci, pour tous les jeunes qui y passent, pour tous les enfants, tous les scolaires et les adultes aussi bien sûr, ça sera une magnifique occasion de poser nos regards et de réfléchir à comment après on regarde le monde. Donc pour tout ça, je voulais vous remercier. Remercier évidemment Marie-Christine Labourdette, la présidente du Château de Fontainebleau, toute l'équipe de l'INHA, Laurence Bertrand d'Orléac, tous ceux qui sont impliqués autour d'Éric de Chassé. Je sais que c'est un travail colossal qui se prolonge évidemment après le festival,
les publications, les projets, les expositions, les projets européens. Et vous nous donnez beaucoup d'espoir pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. Madame la Ministre, Monsieur l'Ambassadeur, Messieurs les délégués généraux, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, beaucoup de choses ont déjà été dites et donc rassurez-vous, je ne serai pas très long, mais avec ma collègue Verle Tillmans, directrice scientifique du festival, nous tenions à dire quelques mots à l'ouverture de cette manifestation pour exprimer notre reconnaissance. 3 jours de festival, c'est plus d'1 an de préparation et nous voyons aujourd'hui le résultat. Donc, c'est le fruit d'une initiative du ministère de la Culture, du travail conjoint de 2 établissements publics et de l'implication de très nombreux partenaires que je ne citerai pas pour ne pas être trop long, mais c'est effectivement une très forte implication. Donc voilà, à tous ceux qui, de près, de loin, et l'accueil aujourd'hui par la ville de Fontainebleau nous le montre, s'impliquent dans ce festival, je tiens à dire un grand merci. Et Verle Tillmans va pouvoir introduire notre conférencier du jour, Bas Metz. Merci à vous. Welkom iedereen. Bienvenue à tout le monde. Merci aux intervenants belges d'avoir fait le voyage. Merci aux autres intervenants de nous rejoindre. Faisons-en un très très beau festival. Introduire Bas Metz, c'est comme si on introduit un être différent. J'ai rarement rencontré quelqu'un avec un engagement aussi personnel et aussi continu. J'ai l'impression que le combat qu'il mène, il ne mène pas pour lui, il le mène pour nous tous, il le mène pour la Terre. Il m'a dit, chaque feuille compte. Et là, c'est quelque chose qui réveille. Donc Bas Metz est architecte paysagiste, il a un bureau avec 25 architectes paysagistes assez jeunes, il a des projets partout dans le monde, une 50aine, mais beaucoup aussi en France. Il est surtout connu, je pense, pour le moment, pour son travail qu'il a fait à Arles, à la Fondation Luma. Il est très connu et le sera encore plus pour l'aménagement qu'il fera du parvis de la cathédrale de Notre-Dame. Donc il est quelqu'un qui sait comment mettre ensemble ses exigences patrimoniaux avec l'exigence qui prime partout, qui est vraiment être sûr que notre terre reste vivable. Merci Bas d'être venu entre tous vos engagements. Vous m'avez dit, utilisez-moi le plus possible. Donc il est là, je pense qu'il est aussi disponible pour discuter, pour éventuellement échanger. Si vous avez des conseils à demander, je pense qu'il est là avec nous pendant 3 jours. Après, on enchaîne vraiment notre marathon de conférences, débats, projections de films et aussi une chorégraphie très spécifique autour du climat qui a été réalisée par Andrés Giersmaker. Donc ce sera une édition belge dans toute sa splendeur et ce sera une édition vraiment inquiète quelque part, dédiée à... Pensons à ce qu'on peut faire maintenant pour le climat. Merci Bas. Chères mesdames, chers messieurs, c'est un véritable plaisir d'être ici parmi vous et de vous parler de paysage, nature et de climat. Je vais essayer de vous illustrer la vision qu'on a développée au sein de l'agence ces dernières 15 ans et d'être très pragmatique et de vous montrer 5 projets, dont 3 en France, qui appliquent cette vision. On est ici au Festival de l'Histoire et de l'Art. Je ne pouvais pas ne pas commencer avec quelques peintures.
L'histoire de l'art veut que le paysage a été inventé dans le XVe siècle dans les Pays-Bas, de Low Countries, de Lage Landen. Inventé parce que pour la première fois apparaît le mot dans le XVe siècle pour parler d'un paysage qui apparaît dans des fenêtres découpées de la scène principale. Ici, vous voyez Jan van Eyck, la Vierge et l'enfant au chancelier Rollin, œuvre magnifique qui se trouve au Louvre, d'ailleurs. Et le peintre crée une liberté en découpant cette fenêtre qui ne fait pas partie de la commande, dans laquelle il expérimente avec la perspective qui vient de l'Italie. Du coup, c'est vraiment une sorte d'invention en utilisant la perspective, où on prend tous les éléments de la nature pour créer cette perspective. 1400-1450. Joachim Patinir, le repos pendant la fuite en Égypte, 1514. Et là, Dürer dit que Patinir est le premier peintre de paysage. Il a inversé le fond arrière, qui devient la scène même, et sa commande, qui est la fuite en Égypte, je l'ai calculé, devient 8% du tableau. Il s'intéresse beaucoup plus à imaginer des paysages qui ne sont pas réels, à commencer à expérimenter avec les perspectives atmosphériques. Vous le voyez ici, l'ocre qui devient le vert qui devient le bleu, et qui, 50 ans plus tard, sera repris par Bruegel, qui appelle son tableau « Paysage » avec la fuite en Égypte, parce qu'il dessine un paysage, il peint un paysage atmosphérique magnifique qui se trouve à Londres, où, encore une fois, il s'intéresse beaucoup plus à ce paysage imaginé, ces paysages Weltlandschaft, on dit en allemand, ce paysage, et quelque part la mission devient une sorte d'excuse pour l'expérimenter. Je saute à chaque fois une centaine d'années. Ici, le Lorrain, paysage pastoral, le mot paysage arrive dans les titres, et là encore une fois, Claude Lorrain ne sort pas pour peindre ce qu'il voit, mais il peint des scènes qu'il a lues dans la littérature grecque. Et je termine cette petite tour de paysage avec ce magnifique tableau de Joseph Turner, La Tamise au-dessus du pont de Waterloo. On est en 1830 quelques. Et ce tableau, Oscar Wilde en parle dans Le déclin du mensonge, et il dit qu'il a fallu Turner pour comprendre et pour voir le brouillard au-dessus de la Tamise. C'est un passage très, très, très connu, qui a été repris par Alain Roger, philosophe français, qui dit que le pays devient paysage par un processus culturel. Le pays, c'est l'existant, le paysage est une façon de le voir, une façon de le représenter. Récemment, est venue l'idée que pas seulement Turner nous montre le brouillard au-dessus de la Tamise, mais aussi, surtout, il montre la pollution de la capitale avec ces bateaux en vapeur et déjà la pollution de l'air industriel. L'importance de ces quelques peintures, pour moi paysagiste, c'est de comprendre que le paysage est une invention, est une organisation des éléments naturels ou artificielle, est une façon de voir et de construire le monde. Après l'invention du paysage, j'aimerais bien dire quelques mots sur l'invention de la nature, ce qui est le titre du livre magnifique d'Andrea Wulf sur Alexander von Humboldt. L'invention de la nature, von Humboldt, il part avec Aimé Bonpland explorer les Amériques, et il invente une façon de représenter ce qu'il voit. Surtout, ce qui l'intéresse, c'est de comprendre l'interaction entre les éléments. Ici, vous voyez ce magnifique tableau du Chimborazo, et surtout, sur les côtés, vous voyez tous les tableaux, toutes les mesures qu'il a prises, l'altimétrie, l'humidité, la température, mais même la couleur bleue du ciel, qui pensait à l'époque était un paramètre important. Et il essaye de comprendre comment fonctionne la nature, comment le biosphère est un système, comment les plantes réagissent par rapport au climat dans lequel elles se trouvent. Et il le fait d'une façon, en anglais on dit a designerly way of thinking, il réfléchit par le dessin. Et j'adore ces esquisses qui sont à Berlin, où on voit qu'en redessinant ce qu'il voit, en essayant de comprendre ce qu'il voit, il essaye d'en déduire une science.
paysage, nature, climat. Cette image est beaucoup plus récente. Elle a été publiée en mars de cette année, 2023, par le GIEC. Vous l'avez peut-être vu dans des journaux. Très coloré, mais assez effrayant, même très effrayant. La projection du chauffement climatique dans les années à venir. Et je ne sais pas si vous avez lu le sommaire du GIEC, de l'IPCC, où on dit clairement nous avons 10 ans qui vont avoir un impact sur les 1000 ans à venir. Quand on lit ça, c'est 10 ans. 10 ans, ça veut dire nous. Les 10 ans qui vont suivre, qu'est-ce qu'on va faire? Et évidemment, il n'y a pas une solution facile, il n'y a pas une solution planétaire à appliquer. Il y a, je pense, une multitude de solutions qu'il faut appliquer urgentement, et surtout dans les villes. C'est dans les villes qu'on pollue le plus, et c'est dans les villes qu'il y a le plus d'opportunités de changer le climat, de créer des microclimats. Et en fait, ce qu'on a développé à l'agence, c'est de comprendre la ville comme l'artifice qu'elle est, de comprendre comment les bâtiments changent le vent, comment les bâtiments changent l'exposition au soleil, ou encore comment les trottoirs changent le ruissellement des eaux et imperméabilisent le sol. En fait, de vraiment réfléchir à l'échelle d'un lieu et d'imaginer de créer un microclimat pour ce lieu. Je vais vous le montrer avec quelques exemples. On a eu la chance de travailler dans plusieurs pays en Europe, mais à travers le monde. Et tous ces projets font partie pour moi de cette recherche planétaire de trouver des réponses microclimatiques au lieu où on travaille. Je vous le montre à travers 5 projets, dont 3 en France, mais je commence à Londres. À Londres, où en 2009, on m'avait demandé de transformer une cour minérale en jardin luxuriant. La cour faisait 4 sur 8 mètres, ce qui doit faire exactement le podium sur lequel je me trouve. Et cette cour était entourée des façades assez hautes sur 3 côtés, qui me faisaient penser qu'il y avait un microclimat en jeu. Un microclimat parce que les vents étaient bloqués, le soleil était bloqué, et finalement, il y avait une sorte de lieu un peu étrange. Et j'avais demandé à l'entreprise qui faisait la rénovation de la façade de prendre la température à la fois dans la cour et à l'extérieur dans la rue. Et on voyait qu'il y avait 3-4 degrés de différence, ce qui m'a aidé à prendre la décision de dire peut-être il ne gèle jamais dans cette cour. Protéger des vents, il y a une certaine perte de chaleur avec les fenêtres qui l'entourent. Évidemment, dans la végétation, gel ou pas gel, est un monde de différence. On a poussé plus loin cette première lecture climatique, il y a 14 ans, et on s'est rendu compte qu'on est assez proche d'un sous-bois subtropical, avec les bâtiments qui prennent le rôle des arbres primaires, avec le vent qui est bloqué par les végétaux, et avec le sol qui ne pénètre pas jusqu'en bas. Et du coup, on s'est rendu compte que même s'il y a quelques degrés de différence entre, évidemment, Londres et les subtropiques, qu'on peut planter des fougères arborescents, comme vous le voyez ici, quand on est allé les chercher. Le client voulait aussi une terrasse, et de plus en plus, j'étais en train de penser qu'on était en train de créer le dernier jardin préhistorique de Londres. De plus en plus, j'étais en train de voir, mais en fait, ces plantes-là, ils étaient à Londres, il y a longtemps. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que le bâtiment a été construit autour de ce jardin préhistorique? Et du coup, faire une terrasse me semblait un peu compliqué. Je me suis posé la question de quoi sont faits les trottoirs à Londres. Ils sont faits de Yorkstone. On est allé visiter la carrière et on a choisi quelques rochers préhistoriques, encore une fois, qu'on a fait descendre dans la cour. Je suis monté dans la grue pour prendre cette photo-là. Et du coup, on a installé nous-mêmes, avec l'équipe de l'agence, les pierres, les arbres. Les clients a ajouté un France Ouest que vous voyez ici à gauche, qui crée cette relation ou ce dialogue entre
cette peau de ces spores, finalement ce que sont les fougères et l'acrylique de l'œuvre, le miroir qu'on a mis derrière, et du coup, le lieu est devenu ce sous-bois. On s'est rendu compte qu'il ne faisait pas assez humide à Londres, ce qui était assez ironique, et du coup, 1 minute par heure, un système de brumification injecte des gouttelettes d'eau qui restent là parce qu'il n'y a pas de vent. Du coup, on entre sur 30 mètres carrés comme si on regardait un documentaire de National Geographic. Ça, c'était la première visite en 2009. Ça, c'était après la plantation. Et ici, le France West, au secours, il est sous le feuillage. Ça, c'est une photo récente et je pense qu'aujourd'hui, ce sont un des Dicksonia antarctica, le nom de ces fougères arborescentes les plus grandes du Royaume-Uni. Pour vous dire que si on avait planté une platane, un London Plane, il aurait été mort au bout de 2 ans. Du coup, c'est vraiment trouver la plante juste pour le milieu qui, encore une fois, en ville, est souvent artificiel. De Londres, je propose d'aller à Paris, un Paris très artificiel, la Défense. Ce bout-là s'appelle l'avenue de la division Leclerc, à côté de la CNIT, pour ceux qui connaissent. Un boulevard urbain qui rentre dans cette machine de la Défense, avec toutes ces couches, les RER, le métro, les parkings, toute cette machinerie inventée par nous-mêmes. Et un développeur malin avait trouvé une façon d'implanter 1000 micropieux pour construire un pont au-dessus de ce boulevard urbain sur lequel il construit un nouveau gratte-ciel. Et il me demande, est-ce que tu veux faire le paysage, ou je ne sais plus comment il m'a demandé, mais je me disais, quel paysage pour ce lieu aussi artificiel. Non seulement on a du minéral, mais en plus c'est un pont qui relie le niveau de la Défense avec Courbevoie, qui se trouve 10-12 mètres plus bas. 4000 mètres carrés, et je prends le challenge, et je me dis, mais finalement, à la Défense, on est assez proche de quel paysage? Des Alpes. Les fenêtres sont les glaciers, tout est minéral, et je me disais, la seule chose qui manque dans la Défense, c'est le tree line, c'est la ligne d'arbres. Et moi, je fais beaucoup de marches dans les montagnes, j'adore ça. Quand vous êtes sous l'arbre ou quand vous quittez les arbres, vous le savez, le vent, le soleil, la réflexion, tout change. C'est vraiment 2 microclimats très différents. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on ne peut pas imaginer la Défense comme une sorte de transposition de ce milieu de montagne? Est-ce qu'on peut imaginer les sommets, même les escaliers comme des avalanches? Parce que quand vous baladez dans les Alpes, de plus que vous descendez, de plus que la pierre devient friable, change d'échelle. Et est-ce qu'on ne peut pas imaginer cette ligne d'arbres? Alors le développeur me dit, dans le PU, dans le permis d'urbanisme, est écrit qu'il faut planter au moins 9 arbres. Donc il m'a dit, vous faites ce que vous voulez, mais il faut 9 arbres. J'ai dit, ne vous inquiétez pas, il y aura 9 arbres. Et du coup, on a fait une lecture de la structure qui est assez complexe, parce qu'il y a des poutres, évidemment, c'est un pont. Il y a aussi l'accès pour les voies pompiers. Il ne faut pas planter sur ces accès, bien évidemment. Il y a les accès pour les PMR. Et du coup, on a fait cette carte de zones non plantables. Mais je le vois comme si je faisais une lecture d'un lieu naturel. Sur un rocher, vous ne pouvez pas planter un arbre. Dans un fleuve, vous ne pouvez pas planter. Du coup, c'est vraiment cette idée de lire l'artificialité de l'homme comme une nouvelle nature et comprendre les opportunités. Parce que les plantes, elles sont heureusement opportunistes. Et on peut s'allier à cet opportunisme des plantes. Et du coup, on s'est dit, si ça sont les zones non plantables, tout le reste l'est. On a négocié pour avoir des volumes continus. Et du coup, avec un logiciel, on a calculé comment planter ces arbres pour imiter ce que la nature aurait fait d'elle-même.
On a planté 50 arbres au total, pas dans une composition, mais vraiment dans la logique des plantes. Après 2 ans de négociations pour avoir un sol fertile, 53 cm j'ai eu. 53 cm sur 4000 mètres carrés, ça veut dire 2000 mètres cubes. 2000 mètres cubes, ce n'est pas rien. Ce qui compte, c'est le volume. Un arbre adulte occupe 1 mètre cube par an. Du coup, en ville, on essaye de lui donner au moins 30 mètres cubes pour que pendant 30 ans, il puisse se développer. Ici, ils ont 2000 mètres cubes de terre, une fine couche vivante, une fine couche fertile, flottant au-dessus de l'avenue. On a même dessiné les détails nous-mêmes. Vous voyez la terre qui est continue, qui passe en dessous de ces poutres. Ça semble anodin, mais c'est essentiel. Et les cages métalliques dans lesquelles on ancre les arbres et on fait passer le revêtement au-dessus. Les dalles en granit, on est dans la montagne, avec des joints ouverts. Du coup, tout l'eau de pluie va directement dans ce réservoir de terre, est stockée sous la terre pour que les arbres, en période de sécheresse, peuvent utiliser cette eau de pluie. Aucune goutte n'est perdue. Et après, ça donne cette image-là que j'aime bien, qui est que pierre et arbre. Il n'y a pas de regard, il n'y a pas de caniveau, tout l'eau part directement dans les joints. On a créé des ouvertures autour de ces troncs que, au fur et à mesure, on peut agrandir s'il le faut, et juste un seul banc en bois, comme vous voyez ici. Ces arbres ont été plantés en 2018, c'est une photo de 2019. D'ici quelques années, on aura cette canopée continue qui va créer non seulement de l'ombre, mais qui va, par l'évapotranspiration, va aussi créer un microclimat sous ces arbres. Vous voyez que sur les escaliers, on a ce même granit qui descend comme une avalanche, et on a même planté des plantes sur les escaliers pour vraiment créer cette continuité du niveau de l'esplanade jusqu'au niveau de Courbevoie. Londres, Paris, Albany. Là, on est à Himara. Himara, qui est un petit village albanien en face de Corfou. Et en 2014, l'Albanie commence un partenariat avec la communauté européenne pour lancer des concours où une équipe albanaise s'associe avec une équipe étrangère pour accéder à cette nouvelle commande d'espace public. Et ici, ce que vous voyez, on avait construit dans les années 80 ce qu'on appelle en anglais un seawall, un mur de soutènement de 2 mètres de haut pour contenir la Méditerranée. Et sur ce mur de soutènement, évidemment, on a installé un parking, on a installé quelques oliviers, un peu ridicule, c'est par terre si on comprend le site, et surtout les restaurants et les hôtels complètement coupés de l'accès vers la Méditerranée, pas seulement visuellement, mais aussi physiquement, parce qu'il y avait juste quelques petits escaliers assez dangereux, en plus qui n'allaient pas vers la mer, mais qui longeaient ce mur. Et dès le début, on s'est dit, mais en fait, comment on peut retrouver cette qualité de la côte albanienne au sud, qui est magnifique, avec ces pinèdes qui tombent dans l'eau, avec ces rochers. Comment on peut retrouver cette qualité-là? On s'est dit, évidemment, il faut retravailler ce mur de soutènement. On a proposé une série de plateformes. On a travaillé avec un ingénieur maritime qui nous a confirmé que cela absorbe beaucoup mieux le choc des vagues. Et dès qu'on est en dehors de l'eau trop salinée, on propose de planter des pins maritimes. Du coup, une seule coupe qu'on a déployée sur 350 mètres et qui produit ces plateformes qui créent une continuité entre le waterfront, les façades et la mer, et qui permettent d'organiser des marchés, mais surtout qui permettent d'avoir une forêt linéaire de 300 mètres de long et qui transforme du coup ce lieu avant les travaux, ici la perspective
et ici les photos de la réalisation. J'aime bien entre les parasols et les pins parasols, il y a une sorte de jeu. Et surtout, quand on est dans l'eau, d'abord, on voit la pinède, et derrière, on voit les bâtiments. Du coup, ça change complètement le rapport par rapport au site. On a créé le béton avec le sable d'une plage pas loin. Du coup, on a même l'impression que les plateformes, c'est une sorte de solidified sand, on dit en anglais, une sorte de sable solidifié. Comme vous voyez ici, avec les vagues, évidemment, le sable se balade sur les plateformes. Les enfants, quand ils ont trop chaud, ils se mettent sous cette pinède pour trouver un peu d'ombre, comme ce chien. D'abord la pinède, ensuite les bâtiments, un rapport qui change complètement. Ici, vous le voyez bien un peu plus loin. Et les quelques placettes, il y en a 3, plantées de platanes. Et finalement, une seule coupe qui organise et qui retrouve quelque part le rapport entre la Méditerranée et ses collines habitées. Je reste dans la Méditerranée avec le projet de Arles. Arles, qui était une des plus importantes villes romaines après Rome, en témoignent l'amphithéâtre et le théâtre. Et juste en dehors de la ville romaine, en 1848, la SNCF avait construit le parc des ateliers, un lieu pour la réparation et la construction des locomotives. Le site avait été creusé dans le rocher, du fait qu'il n'y a pas terre ni eau. On est sur le rocher, et sur ce rocher, on avait ajouté une couche de béton, parfaitement plate, parfait pour rouler justement toutes ces locomotives d'un bâtiment à l'autre. Chaque bâtiment servait à un but très utile, entre les forges, la mécanique, la grande halle. Il y avait toute une série de bâtiments sur 10 hectares qui était l'activité principale de Arles pendant de nombreuses années, jusqu'à la fermeture dans les années 80. Ensuite, le Festival des rencontres a pris ou a utilisé ce lieu quelques mois par an pour ses expositions. Et en 2000, je pense 8 ou 9 ou 7 par là, Maya Hoffmann de la Fondation Luma décide de l'acheter et de le transformer en lieu pour l'expérimentation et l'exposition des œuvres d'art, souvent liées à la science. Et elle demande à Annabelle Zeldorf de rénover les bâtiments, à Frank Gehry de faire un nouvel tour, et elle me demande, moi, de créer un paysage, et elle me demande, je me souviens, on se baladait sur le site, il faisait très très chaud, et elle me demande, est-ce que, ou elle me dit, je voudrais créer un parc public pour les Arlésiens. Et je me disais, ici, parmi tous les lieux, pas terre, pas d'eau, le sol, le soleil du sud, le Mistral, et même après que le site était abandonné, à peine la végétation arrivait à pousser. Et du coup, je me suis dit, mais tout d'abord, il faut changer le climat. Et évidemment, on avait fait les autres expériences, et on s'est dit, comment changer le climat, le microclimat, bien évidemment, sur ce lieu. Et pour ceux qui connaissaient Arles avant, quand on allait même des forges à la Grande Halle, 5 minutes de balade sur une plaque chauffante, on avait mal à la tête. En fait, c'était vraiment impossible. C'était un véritable microclimat, un microclimat d'un semi-désert. Et on s'est dit, mais en fait, autour de Arles, il y a des paysages incroyables. Il y a la Camargue, la plaine estuaire du Rhône, que vous connaissez, j'imagine, le Rhône. Il y a les Alpilles, qui est la branche sud des Alpes, très minérale. Et il y a la Crau, l'ancien lit de fleuve d'un glacier. Et du coup, il y a vraiment, je dirais, toutes les logiques de la nature sont là, autour d'Arles, et presque essayent de toucher le site. Des plantes qui poussent dans la minéralité des Alpilles, des plantes qui arrivent à pousser dans la salinité de la Camargue avec le vent, ou encore au Crau, où il y a ce fameux pudding, une sorte de couche étanche qui permet de faire pousser le foin, qui est d'ailleurs très connu. Mais du coup, vraiment 3 biorégions qui entourent la cité. On s'est posé la question,
qu'est-ce que la nature aurait fait? Qu'est-ce que la nature aurait fait d'ici 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans? 400 ans, scientifiquement, on dit c'est la période qu'il faut pour qu'un site abandonné retrouve son état de climax. Climax, ça veut dire qu'il y a une succession écologique à partir des plantes pionnières jusqu'aux plantes climatiques qui sont à la fin de ce cycle, jusqu'au moment qu'il y a un feu ou quelque chose qui arrive et on recommence le cycle. Et on s'est dit, mais en fait, sur ce site, il y a ce vent, il y a le Mistral qui est très fort. On avait les études de vent, et on a pris ces études de vent, et on s'est imaginé que d'ici 400 ans, le vent va amener des sédiments. Les sédiments vont produire une topographie. La topographie va créer de différents milieux. Ces milieux vont être envahis par les plantes. Et du coup, on a créé une sorte d'hypothèse de ces 400 ans de développement, et on a essayé de les accélérer. Du coup, on a creusé pour créer un étang. Cet étang permis de créer cette topographie. Cette topographie est formée par le vent. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'on a produit une coupe asymétrique climatique. Parce qu'en été, on est sur la pente faible, la pente douce, à l'ombre des arbres, et on a le vent qui rafraîchit. Tandis qu'en hiver, on se met de l'autre côté, au soleil, coupé du vent froid par cette butte et par ces plantations. Et cette heureuse coïncidence, on l'a déployée sur les 6 hectares du site. Et ensuite, on a regardé, parce que comme il n'y avait pas de terre, la seule terre qui se trouve sur ce site aujourd'hui, c'est la terre qu'on a ajoutée, jusqu'à 3,5 mètres de hauteur. Évidemment, avec chaque étape ou avec chaque augmentation de terre, on peut imaginer une nouvelle succession écologique. Et du coup, il faut vous imaginer que quand vous marchez dans le parc et vous voyez les dunes qui montent, quand vous êtes à côté d'une dune qui fait 2 mètres sur laquelle vous voyez un magnifique pin parasol, vous êtes 300 ans plus dans le futur. Du coup, ce n'est pas une réparation du passé, mais c'est d'accélérer le processus naturel pour plus vite aller vers le futur. L'eau vient d'un canal qui a été créé par le comte de Craponne dans le XVIe siècle et qui est l'eau non utilisée par les agriculteurs de l'Accro. Du coup, la ville est devenue membre de cette association qui s'appelle les Arrosants de l'Accro. Au lieu de verser cette eau non utilisée dans le Rhône, on le pompe dans notre étang. Il est filtré par les plantes aquatiques et régénéré par d'autres types de plantes, et ensuite utilisé pour l'irrigation pendant les 2 premières années. Ensuite, sous chaque colline, on a créé une nappe phréatique artificielle pour que toute l'eau de pluie est récupérée et gardée sur place. Et ça, on le fait dans tous les projets maintenant. Vous l'avez vu ici en France aussi, un été très très sec, et ensuite beaucoup d'eau en très peu de temps. Et il faut qu'on arrive à capter cette eau sur place pour que les arbres puissent l'utiliser plus tard. Le drame aujourd'hui, c'est que toutes les villes sont construites pour évacuer l'eau au plus vite. Et en fait, il faut faire l'inverse, il faut garder l'eau sur place. Avant semi-désert, on a travaillé avec Transolar, des ingénieurs du climat, pour travailler justement pas seulement sur la température, mais sur la température ressentie. Et la température ressentie, c'est ce que le corps ressent, est à la fois la température de l'air, mais aussi l'humidité, aussi la radiation et aussi le vent. Et en fait, le projet qu'on a créé avec l'eau, les temps qui s'évaporent, avec les plantes qui créent de l'évapotranspiration, avec la radiation qui change, ce n'est plus une plaque chauffante, mais c'est une pelouse refroidie. On fait descendre la température ressentie de 20 degrés, de 55 à 35. Et du coup, Transolar a calculé qu'avant le projet, il y avait 13% du temps, ce qu'ils appellent confortable. Aujourd'hui, on a 65, et s'il y a un petit vent, on augmente jusqu'à 77% le temps agréable dans le parc. Avant les travaux, la dalle stérile que vous voyez ici, et après la dalle habitée de 80 000 plantes de 140 espèces. Quelques images. Là, vous voyez, ce n'est pas un paysage, c'est un climat.
Ici aussi, j'aime bien montrer cette image-là. Chaque plante que vous voyez, nous l'avons plantée il y a 2 ans. Et ce n'est qu'aujourd'hui, j'y étais la semaine passée, ce n'est qu'aujourd'hui qu'en fait les plantes sont libérées. Pendant 2 ans, les plantes arrivent avec leur motte d'une pépinière, transplantées quelques fois. Ils s'installent, ils sont un peu perturbés. Au bout de 2 ans, soudainement on voit les nouvelles pousses. En fait, les racines sortent de leur motte et trouvent l'eau. On a aussi un système d'arrosage très spécifique où on utilise des anneaux que chaque année on agrandit, en fait pour stresser un peu les racines, pour qu'ils aillent chercher l'eau. Parce que la drame en ville, c'est que souvent on donne de l'eau proche du tronc, l'arbre devient paresseux. Parce que, pourquoi il allait chercher de l'eau si vous le donnez là où il est? Le moment que vous arrêtez de donner de l'eau, il meurt. Du coup, c'est vraiment toute cette compréhension de ce que veulent les plantes qu'on essaye d'appliquer. On travaille là-dessus avec Stefano Mancuso, qui est un neurobiologue connu, et on essaye vraiment d'appliquer toute cette connaissance qui est assez récente. Une œuvre d'art de Karsten Haller qui justement montre, dans la réflexion, vous voyez la Camargue, et au-dessus, vous voyez les Alpes. Du coup, c'est devenu une sorte de paysage hybride fait des plantes de ces 3 biorégions. Une vue sur la chapelle Saint-Honorat, pour ceux qui connaissent. Et aussi, puisqu'on a planté ces 140 espèces, puisqu'on a fait toute cette recherche écologique, on a mis des petites plaques pour que les écoles qui viennent peuvent apprendre la construction de ce paysage. Voilà une vue aérienne récente, et j'y étais ce week-end, et en fait, c'est vraiment agréable de voir comment le parc est utilisé. En fait, c'est intéressant de voir que tous les gens se mettent dans l'ombre de l'arbre qu'on a planté. En fait, tous les schémas qu'on avait imaginés deviennent une réalité. Ça, c'est rassurant, au moins. C'est vrai. Et dès le début, et on doit être en 2010, j'avais dit à Maya Hoffman et son équipe que j'allais calculer le succès de mon parc, pas seulement par le nombre de visiteurs, mais par le nombre d'oiseaux migrateurs. Et on avait fait une liste par mois de passage des oiseaux, et on a contacté la Tour du Vala, le centre scientifique de la Camargue, qui a fait un repérage il y a quelques mois. Et cette année, il y a 37 nouvelles espèces qui ont été vues sur le site. On a positionné des nichoirs en fonction de leurs résultats. On va essayer de booster encore plus et vraiment créer un lieu de biodiversité à la fois dans le sol, à la fois dans l'air, à la fois dans l'eau. Et je montre cet exemple parce qu'encore une fois, il n'y avait rien. On l'avait détruit. On sait réparer. On sait utiliser la logique de la nature, et une fois qu'on a planté les plantes, les animaux reviennent. Du coup, pour moi, ce projet était une sorte aussi un message d'espoir, en fait, dans ce monde compliqué. On sait le faire. Et je termine avec quelques mots sur Notre-Dame. J'aimerais bien vous expliquer les intentions du projet. Pas le projet même, parce qu'on est en phase avant-projet, qui n'est même pas terminé, mais les intentions du projet qui se nourrissent de tout ce que je vous viens d'expliquer. Alors, quand on a répondu au concours international, on l'a fait avec les architectes Grau de Paris, avec NGA, ainsi qu'Ingerop. Et dès le début, on s'est posé la question... Comment dire, on a mesuré l'importance de ce projet, à la fois symbolique, mais aussi à la fois expérimental. Le Paris qui est né sur l'île de la Cité, la ville romaine dont on voit encore l'archéologie sous la crypte, c'est ici que la ville a été inventée. C'est ici que les premières formes d'espace public, les premières formes de typologie de bâtiments ont été expérimentées. Du coup, c'est aussi ici qu'on peut imaginer le futur de la cité. Pas pour dire qu'on va vous inventer tout ça, mais qu'on se dit qu'il faut que l'ambition soit à l'auteur de ces questions et de l'importance de ce lieu. Et en étudiant l'île et le site, mais c'est intéressant de voir que l'île change de forme à travers les siècles.
Son urbanisme change aussi, surtout avec l'époque Haussmann, comme vous voyez. Et du coup, on se dit la cathédrale est une sorte de témoin privilégié d'une ville qui cherche sa forme. Et on trouve ça assez émouvant, la cathédrale qui reste là, qui elle-même hybride, hein, à la fois romain et à la fois gothique, mais qui voit ces changements autour. Et on se dit, si on repense les abords de Notre-Dame aujourd'hui, évidemment, on pense quelle ville pour le futur. On a fait une analyse très méticuleuse de l'existant, on part toujours de l'existant, pour se rendre compte que les figures urbaines, comme j'aime l'appeler, qui sont très présentes à Paris, sont tous là, mais d'une façon un peu fractionnée, inachevée. Il y a des alignements. Il y a évidemment un parvis, mais un parvis d'un côté terminé par un escalier, de l'autre côté par des jardinières qui ont été transformées par rapport au projet initial. Il y a les berges, il y a les squares derrière, il y a la rue du cloître Notre-Dame. Du coup, toutes les figures qui caractérisent Paris sont présentes sur le site. Ensuite, aussi après le travail qu'on a fait à Arles, on a travaillé ici avec Franck Boutet. Si on pense espace public, on pense climat. Et suivant le plan climat de la ville de Paris, mais suivant les études de Franck Boutet aussi, il dit Paris demain, c'est le climat de Séville. Évidemment, Séville a connu ce climat pendant des siècles et la ville est construite par rapport au climat. Ce n'est pas le cas à Paris, ni à Bruxelles, ni d'ailleurs dans beaucoup de villes. Du coup, comment on peut transformer la ville en se rendant compte qu'il y aura plus de 30 jours, de plus de 30 degrés dans les années à venir. Il y aura pas moins d'eau de pluie, mais plus d'eau en moins de temps. Comment rendre ça en compte? Et on s'est dit, OK, essayons d'être exemplaires, essayons de vraiment trouver la réponse juste par rapport au climat, mais aussi par rapport à la collectivité. On s'est dit aussi, peut-être il faut imaginer d'autres usages sur le site. Aujourd'hui, trop de touristes d'un côté qui font pas le tour de Notre-Dame, qui ratent une grande partie de la beauté de ce monument magnifique, et aussi tous les Parisiens qui essayent d'éviter ces lieux. Du coup, comment on peut imaginer une sorte de mélange à la fois mieux pour les Parisiens et mieux pour les visiteurs? Alors on a commencé à faire des analyses, un peu comme von Humboldt, on fait des dessins, designerly way of thinking, et quand j'ai dessiné cela, j'ai dit tiens, l'axe tellement important pour la cathédrale qui va de l'ouest vers l'est, vers le soleil levant, qui va vers la source de la Seine, je veux dire, le symbolisme est très clair, mais il est aussi doublé vers la rue du Cloître Notre-Dame, avec les façades haussmanniennes, et vers le sud, vers les berges et la Seine. Du coup, on a trouvé intéressant ces axes qui, quelque part, on retrouve la qualité géographique, je dirais, du site, de cette île. C'est rare d'avoir une cathédrale au point le plus bas. D'habitude, on le met, plus souvent, on le met sur les collines. C'est cathédrale sur une île entourée de l'eau. Et aussi, le parvis, le côté ouest, qui est le côté plus mondain, qui est aussi grand que la partie de l'autre côté. Et en faisant cette image, on dit qu'il y a une sorte de tripartite, une sorte de trinité, si vous voulez, de l'espace, qu'on avait traduit dans ce premier schéma, où on cherche cette échelle, cette grande échelle des berges, du fleuve, de l'île. Et ensuite, pour vous montrer les intentions du projet, je vous montre ici l'existant au plus précis qu'on a pu le dessiner. On a vraiment mesuré les canopées des arbres existants, leur hauteur, leur emplacement. Et on se dit, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, au lieu de ce parvis entouré par ces parterres d'un côté, par l'accès vers la crypte de l'autre, les quelques marches vers l'Hôtel-Dieu, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un parvis plus net qui est justement la projection de l'espace intérieur de la cathédrale? Est-ce qu'on peut imaginer que là où aujourd'hui il y a les rampes pour aller vers le parking qui sera transformé dans un centre d'accueil, qu'on bouche les rampes et on utilise cet espace pour planter plus d'arbres, de 2 alignements à 5 alignements,
pour créer une distance par rapport à la rue de la Cité et la préfecture de police, et pour créer une sorte de petite placette arborée qui accueille les visiteurs avant de découvrir ce parvis. Les squares, on est en train de voir comment on peut créer de rétablir une connexion entre le chevet et la Seine, le chevet qui regarde vers la Seine, tout en respectant le caractère de ces lieux. Et ensuite, dans la rue du Cloître Notre-Dame, où les groupes attendent avant de rentrer dans la cathédrale, on est en train de voir si on peut planter des arbres en plus, continuer les alignements devant l'Hôtel-Dieu actuellement, aussi pour couper le vent dans ce couloir de vent qu'il est actuellement. Et ensuite, devant les berges même, un parc de 400 mètres de long qui va du Petit Pont jusqu'au mémorial et qui permet de faire le tour, de suivre la Seine et aussi d'incorporer la visite du mémorial dans cette balade. 6 figures parisiennes repensées sous l'angle du climat et sous l'angle de la collectivité. Je vous montre quelques images que vous avez pu voir publiées déjà, mais du coup on a imaginé le parvis comme une clairière entourée des arbres qui permettent à la fois de s'asseoir à l'ombre, de faire la queue à l'ombre et de garder cette vue dégagée, cette vue magnifique sur la cathédrale, ainsi que d'organiser, je pense, plus que 270 événements par an. La demande était très claire, il fallait que le parvis reste sans obstacle. En même temps, cette clairière qu'on crée par la perspective, on l'a imaginée comme vraiment le lieu entre le ciel et la terre. En fait, le mot parvis vient du mot paradis. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la dernière couche géologique, une géologie très importante à Paris. Le chai, la craie et les roches ont aidé à bâtir la ville de Paris. Du coup, c'est la dernière couche géologique, mais aussi la première couche où tombe l'eau. Du coup, vraiment, l'importance de cette fine couche. Et du coup, on a mesuré le damier à l'intérieur de la cathédrale, qu'on propose d'utiliser un calpinage similaire à l'extérieur. Le parvis est étanche, ce qui nous permet de récupérer les eaux de pluie, et on propose de réutiliser ces eaux de pluie en temps de forte chaleur pour avoir une fine lame d'eau, pas plus que 5 mm, qui, comme une petite vague, peut être activée pour descendre la température ressentie immédiatement de 10 degrés. Ce n'est pas l'eau qui refroidit la pierre, c'est l'évaporation qui retire la température dans l'air. Je vous le montre avec une image comme ça, mais ce qu'on essaye d'avoir, et on fait les tests aujourd'hui, c'est d'avoir une réflexion éphémère qui s'évapore et qu'on peut activer une fois par jour ou 2 fois s'il fait très chaud, ou évidemment pas du tout en hiver quand ce n'est pas nécessaire. La maquette qui avait été exposée à l'Arsenal, et où vous voyez les nouvelles entrées dessinées par les architectes Grau pour aller vers le parking qui devient centre d'accueil. Ils sont dirigés vers la cathédrale et ils produisent un double effet. Quand on descend dans le vestibule, en fait, on a une lecture descendante de la cathédrale. Ça veut dire que d'abord, vous voyez les tours et vous descendez jusqu'en bas. Ici, vous voyez une photo de la construction du parking avant que le niveau -1 ait été construit. Vous voyez la cathédrale à travers l'ouverture. Et les architectes proposent d'enlever cette dalle intermédiaire, de retrouver une certaine hauteur sous plafond et de recréer une nouvelle entrée vers la crypte. Et quand vous sortez de la crypte, vous voyez la Seine. La crypte romaine, l'archéologie romaine, qui était évidemment très liée à l'eau. Quand vous sortez, de nouveau axé sur la cathédrale, vous avez une lecture ascendante. Ça veut dire que vous lisez d'abord les portails, la galerie des rois, le rosace et les tours. Et ça, c'était la lecture que souhaitaient
les architectes de la cathédrale, parce que là où vous sortez, vous vous retrouvez où auparavant se trouvaient les façades des bâtiments autour de Notre-Dame. On garde évidemment les vues protégées comme ici depuis le petit pont. Vous voyez ici ce parc de 400 mètres de long où on conserve tous les arbres existants, mais on propose de les compléter. Et ça, c'est des images du concours qu'on mettra à jour après l'avant-projet. On a vraiment calculé la température de la surface, de l'air, et le UTCI, ce fameux Universal Thermal Climate Index, ou la température ressentie, pour le dire plus facilement, pour surtout comprendre le potentiel de rafraîchissement. Et je suis convaincu que c'est essentiel que dans toutes les villes, on fait une lecture climatique, microclimatique de la ville pour comprendre où on peut intervenir et où on peut aujourd'hui préparer ces villes pour demain. Et du coup, ici aussi une image du concours. On se dit peut-être l'île de la Cité peut ainsi devenir cette île de fraîcheur. Merci beaucoup. Merci.